Salut tout le monde. Premier épisode du podcast après 3 tentatives à essayer de record, première fois que ça marche. Du coup, on va rapidement se présenter et expliquer quels sont les objectifs du podcast. Je te laisse te présenter, frérot. Bah écoute, moi c'est Léonard, je fais du streetlifting comme Corentin et en fait nous on parle pas mal et on s'est dit que bah ça pouvait être intéressant d'en parler et de juste publier les conversations parce que je trouve que c'est intéressant parfois et ça mérite d'être un peu mieux mis en avant, tu vois. On est nous deux coachs en street et aussi en power donc ça peut être intéressant, on aura une petite vision un peu sur la force athlétique et Ouais. euh, et voilà. Bah pareil, je suis coach en F1 en street, je suis étudiant à côté. Et puis, comme Léonard l'a dit, en fait, on discute pas mal et on s'est rendu compte que ce qu'on disait dans nos conversations pourrait être utile à d'autres personnes. D'où l'intérêt du podcast. On a préparé chacun des sujets qu'on se donnera à tour de rôle, et vous retrouverez le podcast sur sa chaîne et sur ma chaîne une semaine sur deux. Et Hmm, l'objectif, ce sera c'est aussi ça. d'avoir des invités de temps en temps. Voilà, c'est ça. On a quelques petites idées mais ça arrivera petit à petit. C'est ça. Si tu veux, j'ai un sujet qui a un rapport avec Vas-y, l'actualité. vas-y. Du coup, là, au jour où on recorde le podcast, il y a la compétition for lift qui a Exactement. lieu. Et qu'est-ce que tu dirais à un athlète qui hésite à s'inscrire à sa première compétition? Bah écoute, moi je dirais que bah là il y a des minima ou pas actuellement pour Farlift. Je crois que c'était premier arrivé, premier servi. Ok, bah encore mieux, bah il y a pas de minima donc bah faut vraiment y aller, peu importe le niveau. Faut prendre de l'expérience, le plus tôt possible tu vas faire des compétitions, le plus tôt tu vas acquérir justement cette maturité pendant les compétitions et c'est hyper important puisque être fort à l'entraînement c'est pas du tout la même chose. Même c'est important pour gérer son stress et voir aussi si t'aimes vraiment ça, tu vois. Parce que si t'attends 2 ans avant de faire une compète et après tu te rends compte que t'aimes pas, c'est dommage, tu vois. Je pense qu'il faut se lancer. Le but c'est pas d'y aller pour gagner la première fois. Le but c'est vraiment pour déjà se faire plaisir, se tester aussi justement avec des vrais standards, voir où Ouais. t'en es et tout simplement bah kiffer en fait, tu vois. C'est voilà. Et toi, tu t'en penses quoi? Bah, 100% d'accord. Je trouve qu'il y a des athlètes qui se mettent de la pression, tu vois, j'ai encore eu le message Ah d'un ouais, mec non. qui me disait j'ai peur de pas avoir le niveau, etc. pour m'inscrire à une des compètes qui arrivera euh, en 2026. Je dis mais en fait frérot, du moment où t'as envie de participer, t'as envie de voir ce que c'est, faut pas que tu te dises j'ai besoin de X kilos sur mon total pour participer. Ah non, vas-y, Hmm. profite. Tu vois, le sport, c'est pas que être champion de France. C'est vraiment Ah oui. s'amuser en compète et voir, comme tu l'as dit, si ça nous correspond. Parce que mine de rien, il y a des athlètes qui vont très bien le prendre, il y a des athlètes qui sont plus anxieux, plus stressés. Et la compétition va exacerber ce trait-là, et du coup, ils vont peut-être pas prendre de plaisir. Ou d'autres qui vont C'est être un ça. peu dubitatifs lorsqu'ils vont s'inscrire, et au final, ils vont avoir une révélation, ils vont trop kiffer, ils vont vouloir en faire plein. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut pas attendre. Ouais, et surtout s'il n'y a pas de minima. Bon, après, quand il y a des minima, forcément, faut avoir un niveau. Ouais, Mais sinon, faut pas hésiter. En plus, je crois que maintenant, même les compétitions avec des minima très faibles ou sans minima, il n'y a pas besoin de muscle up, je crois. Enfin, je sais pas, là, for lift, c'est obligatoire. je sais Bah, que tous les régionaux, donc pas les interrégionaux, les régionaux, donc ouais. qui sont donc dans le circuit FNSL Grand Ouest, euh, t'es pas obligé d'avoir le muscle up. Donc ça, c'est vraiment Mm. super inclusif, c'est top. Ah ouais, ça, c'est vraiment bien. Parce que, bah, le muscle up, forcément, c'est un moment compliqué. Et je peux comprendre que ce soit pas accessible pour tout le monde, mais du coup, là, il n'y a plus d'excuses, tu vois. Il y a même les only, hein. Les only qui sont pas très mis en avant, mais qui peuvent Vraiment. permettre à des athlètes qui ont un point Ouais. fort de se tester une première fois et voir un petit peu l'ambiance d'une compète, ça peut être pas mal. C'est ça. Sans faire les 4 mouvements d'un coup et tout. Non, franchement, faut y aller, tu vois. Et il n'y a Ouais. pas de jugement, c'est pas parce que, enfin, on s'en fout que t'arrives. Forcément, il y aura chaque compète, il y aura un dernier. Mais c'est pas, on n'est pas là à le pointer du doigt ou quoi. Non, on s'en fout, tu vois. Le but Je pense qu'en c'est de plus, la trouver. plupart des gens sont bienveillants et du moment où tu vois une personne faire de son mieux et s'arracher sur le Mm. plateau, tout le monde est encouragé, tu vois. Ah, clairement. En street, Vraiment. c'est rare de voir vraiment personne, voire, enfin, j'ai pas de souvenir de personne qui se fait jamais applaudir ou jamais encourager. Mm. Quel que soit le niveau, il y a des applaudissements, il y a de l'encouragement et du coup, faut vraiment pas se mettre la pression, quoi. Ouais, vraiment. Bah écoute, je pense qu'on se rejoint sur ça. J'ai un autre sujet mais qui n'a rien Vas-y. à voir. Je sais qu'on en a déjà parlé à un moment mais j'ai oublié. T'as fait des muscle-up close grip à un moment et je sais que Ouais. l'explication que tu avais donnée était intéressante et je voudrais que de un tu me la redonnes et que tu la repartages à tout le monde de quel est l'intérêt de faire des muscle-up close grip. Bah c'est vrai que j'en ai fait pas mal en fait, j'en ai fait quand j'étais coaché avec Ashura. J'en ai fait en auto-coaching et Marie m'en a aussi fait du coup ma coach actuelle. Et en fait le muscle up close grip, moi je kiffe parce que tu peux pas tu peux pas tirer à moitié, tu vois. Vraiment, t'es obligé de tirer à fond, de vraiment tirer fort, sinon bah ça passe pas du tout. Et aussi
au niveau du timing entre la coordination entre le keeping de hanche et le timing où tu tires, je trouve que ça t'apporte ça, comment dire, en fait, pour vraiment passer au-dessus, tu dois avoir cette coordination et ensuite après tu peux le retranscrire sur du muscle up comp, tu vois. Mais je trouve Ok. que vraiment pour ça t'apprend vraiment à tirer fort, à tirer longtemps aussi parce que tu vois, tu peux pas faire ta transition direct là, ça passe pas. T'es obligé de tirer vraiment longtemps pour passer et moi je trouve que c'est une variation incroyable, genre vraiment. Du coup, pour les gens qui nous écoutent, tu dirais que ça se passerait plutôt du coup sur un jour secondaire pour Ouais. le muscle up. Alors alors déjà, par contre, pour des gens qui ont vraiment des poignets, coudes, épaules fragiles, je le conseillerais pas honnêtement. Parce que, enfin, moi je sais que j'ai pas de problème, mais je sentais parfois que ça pouvait taper dans les coudes, les poignets. Donc honnêtement, je le conseillerais pas forcément. Pareil pour des personnes trop débutantes, je le conseillerais pas parce qu'il faut quand même un minimum de force, tu vois. Genre, c'est vraiment pas facile, tu vois. Donc je le conseillerais pas à tout le monde, mais si les gens veulent le faire, ouais, plutôt jour secondaire ou tertiaire. Mais ouais, ou même même sur un primaire en back-off ou des trucs comme ça, pourquoi pas. Mais ça peut être intéressant pour pas mal Ok. de personnes, je pense. Et moi, je me dis, l'intérêt que je voyais aussi, c'est pour les muscle-up avec une transition coude-collé. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Pour ce type de muscle-up-là, il y a besoin d'être capable de produire de la force sur la transition, puisqu'il y a moins de rotation de poignet. Mm, Et du carrément. coup, on va dire la courbe de résistance du mouvement se rapproche beaucoup plus de ce point de vue-là. Donc, le transfert, on va dire, dans la capacité à produire de la force, comme tu l'as dit, comme la transition, elle se fait différemment sur un close grip. Ça me semblait aussi intéressant de ce point de vue-là. Après, j'ai Ouais, jamais testé. ouais, Donc, non, non, franchement, t'as raison. Je sais qu'après, dans mon cas, moi, je sais que par exemple, j'ai un profil de tirage assez lent, tu vois. Je suis ouais. pas un mec hyper rapide qui va faire des muscle-up fusées et tout. Et en fait, bah ça permet vraiment de tirer fort longtemps. Et moi, je sais que ça m'a pas mal aidé, tu vois, sur certains trucs. Donc ouais, aussi quand par exemple le mec vraiment il a un tirage assez mou, assez lent, pas très explosif, ça peut être intéressant aussi, tu vois. Mais ce que Ok, t'as dit, aussi pas mal pour améliorer la transition. ok, ok, ok. Bah, Et écoute. aussi, juste aussi en termes de kiff, tu vois, c'est assez kiffant, ça change un peu du pattern. Ouais, Et ouais, c'est une petite... En vrai, c'est kiffant. Moi, je sais que quand je savais que j'en avais, je kiffais. Donc même pour l'adhérence, pourquoi pas, tu vois. ouais, ça a l'air marrant. Ça a l'air vraiment marrant. Après, ouais, comme tu l'as Ouais. dit, il faut, en termes de prérequis, il faut être capable de faire un muscle-up Ah clean oui. form. Close grip, Ouais. c'est pas donné à tout le monde, ouais. Non, non. Et aussi par rapport, si le mec il a des tendinites, des trucs comme ça, on évite, tu vois. Parce que ça met En beaucoup plus, de ouais. contraintes quand même. Ouais, J'apporte un sujet? ouais, je suis chaud. Ok, bah écoute, tu me parlais des compétitions, bon c'est pas vraiment la même chose, mais on va rentrer un peu plus dans la programmation en elle-même. Qu'est-ce que t'en Hmm. penses de s'envoyer au max pendant les pickings? De vraiment, tu t'y vas en mode la dernière semaine du picking, tu dois t'arracher, faire des PR et tout, te détruire. Qu'est-ce que t'en penses de cette mentalité? Je pense que ça n'a, dans la plupart des cas, aucun intérêt. En fait, vous devez pique pour la compète. Vous devez pas faire une mini compète avant la compète. Euh, Bien Hmm, sûr, il y a des moments où c'est intéressant d'aller chercher votre plus grosse barre pendant le picking. Par contre, ça doit pas être systématique. Moi, je suis plutôt de l'approche de toujours garder de la marge la plupart du temps. Donc, si votre envie, vous parlez à votre coach de vous envoyer, vous avez des trucs où votre coach, je sais pas, il vous arrête RPE 9 sur votre picking sur la plupart des mouvements, et que vous comprenez pas, au lieu de faire un proc, de demander le délit pourquoi vous gardez de la marge, souvent c'est important de garder de la marge pour conserver la dynamique. Et vous n'avez pas besoin de pic RPE 10 pour créer beaucoup de fatigue, puis après vous faites votre affûtage. Vous pouvez vous arrêter avant et vous allez être sur votre forme optimale. Vous allez pouvoir utiliser tous les bénéfices du picking sans arriver au bout de ce que vous êtes capable de faire et arriver en fait à votre prime, donc avec la surcompensation, sur votre compétition. Donc souvent ça n'a pas d'intérêt. Après il y a quand même des mouvements où se hmm, donner à je suis d'accord. 100% coûte moins. C'est-à-dire que aller chercher un single RPE 10 sur le muscle up, c'est pas la même chose et les mêmes implications qu'aller chercher un single RPE 10 sur un squat en fin de picking. Et l'intérêt y est souvent plus intéressant parce que ce soit par le coût énergétique ou par le conditionnement qu'apporte un single RPE 10 au muscle up, c'est souvent plus pertinent, puisque ne serait-ce que par exemple dans la gestion du poids, la sensation, je sais pas, vous avez jamais tiré de plus de 25, vous savez que vous êtes capable de faire plus, mais vous vous y confrontez pas. Le jour J, vous allez peut-être prendre un mur, Hmm, donc carrément. de ce point de vue-là, ça peut être intéressant. Après, voilà, il faut savoir que si vous faites une compète, c'est pour performer à la compétition et pas pour performer à l'entraînement. Et ça, c'est la distinction la plus importante. C'est vrai. Et ouais, et je pense que t'as raison de distinguer les mouvements parce que, comme tu dis, un RPE 10 sur un dips ou un squat, ça sera pas pareil. Même sur une traction, c'est moins grave, tu vois.
Donc je pense qu'il faut le distinguer et aussi je pense qu'il faut se détacher de toutes les perfs que tu pourras faire en picking, tu vois. De Parce ouf. que je sais que même moi-même, hein, j'étais très attaché à ce que je pouvais faire pendant mes prépas et limite j'avais plus de d'attentes durant le picking que le jour J, tu vois. Et je pense que c'est pas la bonne solution, tu vois. Genre tu vas juste te cramer et même ton focus il sera pas à la bonne période. Ça c'est important aussi de Ouais, justement pas oublier, tu vois, ouais, vraiment la destination, tu vois. je suis carrément d'accord. Mais je pense souvent les gens se disent, ah mais si je fais ça pendant mon picking, ça veut dire que je vais être capable de Hmm. faire ça à la compète. Alors Bah, que c'est pas le cas, quoi. Il y Enfin, a, il y a beaucoup ce truc en mode, on le voit parfois sur des réseaux, tu sais, des mecs rater des barres, et ensuite, après le taper, ils montent la barre validée avec de la marge en compétition. Et du coup, tu sais, les gens, ils sont un peu là en mode, bah, le taper, c'est magique, tu vois. Et bah, après, le taper doit te donner 10 kilos sur un squat. Mais en fait, c'est pas comme ça, tu vois. Alors, hum, tu peux pas partir du principe que si tu valides 190 au squat RPE 10, tu pourras faire 200 à la compétition, tu vois. c'est ça. Ça marche pas comme ça. Et puis si vous êtes trop cramé de votre picking, une semaine de taper, ça suffira pas, hein. Vous arriverez à la compète, vous Ah oui, aurez pas oui, suffisamment clairement. récupéré, pas suffisamment surcompensé, vous performerez pas. Mm. Et il y a Ouais. même, donc là si on part un peu sur de la FA, t'entends souvent dire que le taper au deadlift commence 10 jours, Mm. voire même 2 semaines avant la compétition. Je suis Et d'accord. justement, c'est le mouvement où on n'est pas obligé d'aller à 100%, Ouais. et un taper plus long est plus pertinent. Et ouais, et je sais même qu'en tradi, il y en a, tu vois, s'ils ont deux terres, bah le dernier terre de la prépa, il suffira et en fait après il y aura pas de d'autres terres du coup pendant le taper. Et ça suffit largement. Après ça Ouais, dépend des cas, si t'es en sumo et en tradi, je pense que c'est différent bien sur la sûr. programmation. Et ça dépend de Mais l'individu, enfin ça dépend, ouais, ouais, comme tu l'as ça dit, de plein de dépend. choses. Mais ouais, non, il y a des mouvements où il n'y a pas forcément besoin de les pousser au max. Et même d'un point de vue se préserver, s'exposer aux blessures, tu vois. Tu sais qu'en compétition, tu vas t'exposer parce que forcément, tenter un max, c'est une exposition, tu vois. Donc, je pense que le faire une fois, c'est très bien, tu vois. Genre, 2 semaines d'affilée, tu t'envoies au max, je pense que tu as plus de risques de Bah, de blessure. ouf. Et puis de toute façon, pendant votre picking, c'est pas parce que vous faites pas un DRPE 10, vous n'avez pas cherché votre max, que le niveau de fatigue et le niveau de stress sur votre corps, il est pas très élevé. C'est Hmm. pour ça que vous entendez souvent des athlètes dire bah, sur leur fin de prépa, ils ont mal partout, ils ont des inflammations partout. Moi, je Ouais, sais que j'ai pas fait de squat RPE 10, j'ai pas fait de dips RPE 10. En tirage, j'étais pas loin, mais je suis pas allé au bout. Et pourtant, sur mon dernier bloc de picking, comme j'ai enchaîné prépa Grand Ouest, prépa France, j'avais mal partout. Et pourtant, je suis pas allé au max. Mais parce qu'en fait, y a pas que le fait d'aller chercher de l'intensité max qui crée beaucoup ah oui, de clairement. fatigue, en fait, de contraintes. Ouais. Bah, je pense C'est justement que le meilleur dans un picking pour accumuler de la fatigue, c'est pas forcément avec le une rep max, mais c'est plutôt avec le volume que tu vas accumuler et aussi la qualité de ce que tu fais, tu vois. Parce que, tu vois, quand tu fais une barre lourde au squat ou un top set vraiment lourd, après, c'est dur de faire des back-off qualitatifs. Et, ça. je pense que faut aussi prendre ça en compte, tu vois. Je pense que c'est peut-être mieux de finir sur un single, pas forcément max, c'est 8,5, 9, Mm. et du coup faire des back-off qualitatifs que l'inverse, tu t'envoies à 10 et du coup après tu peux même pas back-off parce que t'es éclaté. Du C'est coup, t'as ça. pas accumulé la fatigue, tu vois. Et puis même la vérité, c'est qu'avec plein d'athlètes, enfin avec la majorité des athlètes, tu leur mets un single RPE 9 en fin de prep au squat, on va dire, ils vont douiller sur les back-off, hein, parce qu'il y a tellement de fatigue Clairement. accumulée. Et de toute façon, c'est Mm, le but du picking, de toute façon, c'est de faire pique la fatigue. Il faut le faire intelligemment, en fait. mm. Et je pense que c'est pour ça que la question que tu as posée, elle est hyper intéressante. C'est que du coup, ça casse un peu l'idée reçue de ah, mais je dois aller chercher mes meilleures barres sur le picking, comme ça à la Ah ouais. compétition, de faire plus. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et le picking doit être individualisé et individualisé en fonction des mouvements. Il y a des mouvements, comme on l'a dit, qui nécessitent d'aller chercher plus d'intensité que d'autres. Et la formule, elle est pas universelle. Clairement, ouais, bah ça, faut le comprendre que peut-être un mec qui va s'envoyer à chaque picking, il pourra quand même performer, mais ça veut pas dire que c'est une vérité absolue, tu vois. Je sais pas toi, mais moi j'ai toujours fait comparativement à ce que je sors en compte, mes totaux en picking, ils sont loin en dessous. Hmm. Il y a une belle diff, hein. Mais, Bah c'est pas, bah c'est bien. Ça veut dire ah que ben, clairement, tu, c'est bien. clairement. Je suis pas attaché à ce que je fais en picking. Et après, au bout d'un moment, C'est vous top. saurez aussi que si vous sortez, je sais pas, telle charge, tel single à telle charge avec telle marge, bah vous savez que si vous avez pas mal d'expérience accumulée à les compétitions, vous savez que bah, vous êtes capable de surcompenser théoriquement jusqu'à telle charge. Donc ça vous donne une idée de ce que vous êtes capable de faire, même sans aller au bout. En fait. Vous n'êtes pas obligé de vous tester au max pour Hmm. savoir ce que vous pouvez faire après.
mais ça demande de l'expérience, d'avoir fait plusieurs pickings, plusieurs tapers, pour savoir. Ouais. Et du coup, ça rejoint le truc qu'on disait qu'il faut faire des compétitions le plus tôt possible. Mais de ouf, mais tu l'as dit, hein, c'est accumuler de l'expérience en compétition, c'est pas accumuler de l'expérience à l'entraînement. Ouais. Il faut beaucoup d'heures d'entraînement, répéter les mouvements, des milliers de répétitions, c'est sûr, mais les 12 essais qu'on a en compète, et tout ce qui va avec, la pression, le stress, les arbitres, etc., ça n'a rien à voir. Et accumuler cette expérience-là, elle sert de compète en compète. Je pense que toi, enfin, tu fais pas mal de compètes, donc tu vois carrément ce que je veux dire. Même ne Ouais, serait-ce que bah, l'état d'esprit ouais. que tu as là pour les esports la semaine prochaine et ce que tu avais sur les compètes précédentes, je suppose que c'est vraiment pas la même chose. Ah non, rien à voir. Bah ouais. Moi, je sais que j'ai fait toutes les compètes. Bah, c'est que ma dernière, c'est-à-dire celle à Rennes qui a été bonne. Bah, en fait, tout était dans l'état d'esprit, tu vois. Et pendant le picking, justement, j'étais beaucoup moins attaché à tout ça. Même, je me mettais pas de pression à faire un total précis, un truc. Finalement, bah, j'ai juste fait ce que je pouvais faire et ça s'est très bien passé, tu vois. Bah ouais, ça m'étonne carrément pas. De toute façon, on avait pas mal parlé Mm. de comment t'abordais la Ouais. compète, Après, Maria etc. elle m'a aussi beaucoup aidé sur ça Ouais. parce que elle m'a pas mal aidé parce que c'est vrai que je peux avoir une vision vraiment tranchée en mode moi je vais faire ça et tout, sans même savoir si mon corps peut vraiment le faire, tu vois. De toute façon, fixer des objectifs chiffrés, catégoriques avant une compète, c'est le meilleur moyen de faire une Ah mauvaise ouais, gestion. ah vraiment, ah vraiment. À part si votre athlète, il vous dit, c'est full loisir, il est en mode, ah, je veux tenter ces barres-là à la compète, et dans ces cas-là, il n'y a pas d'objectif Ouais, de construire à tout prix en total. Si l'athlète, son bonheur, c'est là-dedans, il n'y a pas de souci. Par contre, si votre athlète, l'objectif, c'est de performer, sortir le meilleur total possible pour faire le meilleur classement, quel que soit une régionale, interrégionale, France ou plus, dans ces cas-là, les choix de gestion de match sont complètement différents, ils doivent pas être dictés hmm, par de X fou. kilos à mettre à tout prix sur une barre. Bah on le voit bien avec les athlètes de haut niveau, bah c'est pas comme ça. Eux ils construisent un total, ils sont pas. Enfin je sais par exemple que Jojo, tu vois, il voulait vraiment avoir plus de 160 au dips. Bah ça s'est pas passé comme ça, mais pourtant il a quand même gagné, tu vois. Ça Mm. montre que faut toujours s'adapter, faut pas être entêté et tout, tu vois, et faut faire ce qu'on est capable de faire, tu vois. De toute façon, un total, comme tu l'as dit, ça se construit. Et pour construire un total, il faut réussir ses essais. Donc vaut mieux se dire, ah putain, j'étais trop conservateur, il faut pas avoir perdu 10 kilos sur son lift non plus, mais choisir un choix un petit peu plus prudent pour assurer un 3 sur 3 puis un 9 sur 9 pour après aller chercher peut-être un pari sur le dernier squat. C'est la seule manière de construire un beau total. Prendre des paris, c'est, à part dans de très rares cas, vous êtes obligé parce que vous visez à tout prix une place. Et encore, c'est vraiment, on parle de très peu d'athlètes, même sur la planète, qui doivent tenter des paris pour Vraiment, être en ouais, liste. Vous devez construire votre total, et si vous devez jouer une place, vous la jouerez sur votre dernier squat. C'est tout ce c'est qui ça. Après, ouais, comme tu dis, ça peut être un kiff. L'athlète, il veut se faire kiffer sur une barre et tout. Ok. Mais après, s'il la rate, faut pas qu'il y ait ce truc en mode. C'est ça. Faut pas qu'il soit trop dégoûté, tu vois. Ouais. Faut. Voilà. L'objectif, il est différent, quoi. C'est soit tu Ouais, t'amuses pour soulever X kilos, soit tu t'amuses pour aller chercher la plus belle paire possible, et dans ce cas-là, c'est ça. c'est le total qui prime. Ouais. Donc, bah, je pense qu'on est d'accord également pour la construction du Ouais, picking et tout. carrément. J'ai un sujet qu'on a déjà traité dans une de nos Ouais. tentatives de podcast, mais que je pense est vraiment important. Quels sont les meilleurs exos de renfo pour le squat, les exos accessoires, pardon. Ouais, bah, du coup, on en parlait également. Ouais, Bah, je pense que, en plus, on était assez d'accord, mais un exo de hinge, justement, ouais, c'est-à-dire RDL, bah, ça sera principalement du RDL. Il peut aussi y avoir du hip thrust, mais je pense que c'est pas la même chose. Mais aussi un exo de poussée unilatérale, genre ouais. presse, fente, qui rejoint un petit peu le pattern du squat. Et je pense que avoir les deux, c'est le combo gagnant, tu vois. Bah, je suis totalement d'accord, et du coup, ce qu'on avait appuyé sur l'autre podcast, c'était la distinction dans deux grosses catégories d'exercices dans lesquels vous Mm. pouvez piocher, donc les patterns de hinge, comme tu as dit. Les RDL, c'est particulièrement intéressant, notamment en street, parce que la plupart des athlètes ont une faiblesse au niveau de la zone lombaire, C'est vrai. parce qu'on n'a pas de deadlift dans notre sport. Et après, ouais, les patterns de poussée unilatérale qui sont plus spécifiques. Et après, vous pouvez cycler au fur et à mesure de votre année, et aussi en fonction des contraintes. On sait que leg press unilatéral et le FFE split squat, donc front foot elevated, ça met plus de contraintes, par exemple, sur le psoas. Mm. Donc des athlètes qui ont un but d'inflammation ou un terrain inflammatoire là-dessus, il faut prendre des précautions. Ou par exemple le tempo la leg press, ou passer sur du Bulgarian split squat. Enfin, il y a des... Vous pouvez Ah oui, fixer mais ça. il y a plein de, C'est il y a ça. plein de choses à faire.
Mais c'est ouais, deux grosses catégories, tu vois. Après, on C'est peut, ça. par exemple, Et pour en le vrai, RDL, si, ouais, c'est les deux tu dis quoi? catégories qu'on trouve tous les deux indispensables Ouais, ouais, dans ouais. Et à l'année, en vrai, quasiment pour tout le monde, honnêtement. ouais. Et c'est ça qui est bien, c'est que vous Mais, pouvez les cycler, hein. Vous pouvez hmm, les cycler, changer les modalités d'exécution. Vous pouvez intégrer votre RDL, vous le commencez avec, vous mettez du tempo et de la pause, puis petit à petit vous arrivez oui, oui, sur du plein pompe d'options. RDL, on va dire. Vous pouvez le faire en single leg, qui marche très bien aussi. Enfin, il y a plein de manières de faire pour les garder à l'année, et aussi en fonction du stress que vous voulez causer par les accessoires, parce que forcément en picking, Hmm. un exercice comme le RDL, ça coûte énormément. Donc pourquoi pas après le remplacer par juste des back extensions. Enfin, voilà, on Bah, peut citer tout ça. Bah, là, typiquement, c'est intéressant que tu le dis. Bah, du coup, moi, je suis actuellement en dernière semaine de picking. Et bah, j'avais du Bulgarian Split Squat qui met quand même, enfin, qui met de la contrainte et Enfin, un c'est stress tabassé. quand même. Et Ouais, du coup, bah, sur ce bloc, on l'a juste remplacé par du leg extension. Donc, bah, il y a quand même une stimulation, mais beaucoup moins de stress spécifique justement sur le moment du squat. Voilà, après, c'est à moduler, tu vois, c'est en ça. fonction des périodes. Ouais, totalement d'accord. Et Mais voilà, ouais, du coup, ouais. point faible, point fort de l'athlète. Et ouais, de toute façon, on se l'était dit. Moi, je sais que là, du coup, ça fait un moment que j'ai du BSS. J'ai beaucoup progressé au bloc précédent. Bon, après, c'est pas la seule raison. Il est difficile d'établir une corrélation claire entre la hausse de mon BSS et la hausse de mon squat. Mais je pense que ça y est pas étranger, pour le coup, parce que Mm. j'ai pris énormément de kilos sur le BSS et je me sens vraiment très fort sur le squat en ce moment. Donc, c'est Ouais. des exos qui ont un transfert assez direct sur le squat. Ouais, c'est ça. Donc, si vous savez pas quoi faire comme renfort au squat, vous prenez pas trop la tête. Donc, soit presse, soit D'accord. Buchan Split Squat, comme vous Ouais, voulez. Et un exo de hanche, RDL, que ce soit à la barre, aux haltères, en déficit, en unilatéral, peu importe. Et ça fera largement l'affaire, clairement. carrément. Vous pouvez difficilement vous tromper quand vous piochez sur ces deux Ou, catégories. bah, de toute façon, ça, je vois pas dans quel cas ça peut être mauvais. Après, ça dépend vraiment des problématiques. Ouais, Forcément, si le mec a des grosses douleurs au psoas, tu vas éviter de lui mettre de la presse, tu vois. Mais voilà, t'as tout dit de toute façon. 100% d'accord. Et aussi, je pense que c'est pas mal aussi d'accentuer l'unilatéral sur les renforts jambes. Totalement. Que ce soit d'un point de vue spécifique, un pattern de fente à la barre libre, c'est quand même très intéressant pour notre sport, que ce soit au niveau du contrôle du pied, du renforcement du tronc, parce que faire des BSS lourdes, au bout d'un moment, le gainage, il prend cher aussi. Hmm. En plus, le recrutement musculaire, pardon. Ouais, Mais, ouais, et puis les trucs de base, hein, corriger les déséquilibres, hein. c'est ça. Clairement. Ouais, même ouais, comme tu dis, les asymétries, même pour un leg extension classique, je pense que vaut mieux le faire en unilatéral, tu vois. Quand l'athlète il a le temps, et ouais, carrément. Hmm. L'unilatéral est vraiment très intéressant. Et même Ouais. pour les mouvements de haut du corps, hein, finalement, Ouais, la après voilà, faut avoir le temps et c'est vrai que bah c'est plus coûteux en énergie en vrai, tu vois. ouais. Parce que forcément tu reproduis deux fois l'effort, ça prend deux fois plus de temps, mais si on a le temps, vaut mieux privilégier ça. Bah oui, carrément. Bah souvent en début de off-season, vous identifiez les points forts, points faibles et les asymétries de vos athlètes, et c'est à ce moment-là que mettre de l'unilatéral, pardon, est très intéressant. Ouais, j'aimerais bien te parler d'un sujet. Qu'est-ce que t'en penses des paliers en force? Genre, tu sais, des paliers de charge, Ah, c'est-à-dire les gens qui vont dire ouais, de 20 pour les tractions, de 50 à 60 c'est très rapide et à partir de 60 c'est très lent. Qu'est-ce que t'en penses un peu de ce discours de palier? Peu importe le je mouvement. pense qu'il y a- je pense que c'est véridique, mais que ça dépend des catés de poids. Si je parle spécifiquement pour les moins de 66, parce que c'est un truc que j'ai beaucoup étudié entre guillemets, il y a le palier, donc si on prend les tractions, il y a le palier des 60, c'est quasiment 100% du poids du corps. Souvent les athlètes ils bloquent un petit peu à ce niveau-là. Il y a le palier au squat des deux, deux fois et demi le poids de corps Ok, qui donc toi bloque. tu penses que c'est plus un calcul par rapport au poids du corps que la charge en elle-même. Bah, je pense qu'il y a pas mal de ça. Ouais, Après, intéressant. je parle spécifiquement des 66, c'est un truc que j'ai beaucoup vu. Mais ouais, à partir de deux fois et demi du poids de corps, je sais plus combien ça fait, mais ça fait aux alentours de 170. T'as quand même des athlètes qui commencent à prendre un petit plateau, euh, qui se cassent relativement vite, hein. Mais il y a ce Hmm. plateau-là. Après, ça dépend, encore une fois, ça dépend des gens et des catés de poids. Je pense que parler dans l'absolu, c'est un raccourci, on va dire. C'est un raccourci. Ouais, ouais, clairement. Mais ouais, moi je pense aussi que ça joue pas mal sur le mental aussi, tu vois. Parce que
Bah, typiquement, moi, je sais que le palier des 100 kilos au deep, j'ai eu pendant très longtemps. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup couru après. J'ai voulu speedrun. Et bah donc en fait non, ça c'était pas la bonne méthode. Et en fait, je pense pas que de 95 à 97 ce soit autant, enfin ce soit enfin de Mm. 97 à 100 ce soit beaucoup plus simple que de 95 à 97. Tu vois, je pense que le mental joue beaucoup pour les paliers aussi. Je pense qu'il y a ça, il y a aussi le fait que, par exemple, quand tu vas atteindre un plateau, on va dire que tu as épuisé toute la construction Hmm, que tu as, que t'as faite avant. Et du coup, à partir de là, il faut pas reprendre de zéro, mais il faut repartir de loin pour reconstruire un élan, des fondations, etc. Et souvent, ce qui se passe, c'est que les gens reculent pas suffisamment. Et du coup, ils construisent pas suffisamment d'élan, et ils reprennent le même plateau. Je pense que il y a clairement du mental, mais il y a aussi un vrai truc de, au bout d'un moment, c'est un peu comme en muscu, t'as les newbie gains, tu vois. Bah, en force, il y a aussi ça, tu vois. Et c'est à ce moment-là où, souvent il y a besoin d'un coach, mais il y a aussi besoin de repartir construire ces fondations-là. Sinon, en fait, vous allez bloquer sur le même mur et pas suffisamment construire. hmm. Et souvent, des trucs tout cons, mais des fois tu manques juste de masse musculaire aussi. C'est-à-dire que Ouais, t'as super bien vraiment, appris à ton corps et à ton système nerveux à produire de la force, mais là t'as juste plus suffisamment de masse musculaire pour exprimer suffisamment de potentiel de force. Donc clairement, peut-être je te rejoins. que t'en as et que mais juste bah, gagner 2,5 kg avec ces X kilos de masse musculaire, c'est beaucoup trop dur, alors que si tu rajoutais 1 kg, ce serait beaucoup plus facile. Donc des fois c'est juste ça, juste le corps est pas suffisamment prêt pour soulever plus en fait. Ouais, je suis d'accord. Mais après, ouais, du coup, toi, tu parlais des gens qui reviennent pas suffisamment en arrière. Ouais, Bah, moi, je pense que ça revient aussi par rapport au mental, tu vois, parce que ils veulent du coup à tout prix la perf. ouais. Et du coup, ils speedrun le processus. Et comme ils veulent vraiment cette perf, ils vont même pas se dire, ouais, bah vas-y, on oublie ça pendant un moment. Je reviens construire un truc, un élan et dépasser ce palier. Non, ils sont vraiment obnubilés par la perf. Et à force de vouloir la tenter très régulièrement, bah le corps il s'est pas adapté, tu vois. Donc Mais je pense surtout que que c'est un peu traite parce que t'es juste aux portes de la perf que tu veux en fait. ouais, c'est ça. C'est ça, sauf que bah ça va te prendre des mois, mais il faut en avoir conscience, tu vois. Ouais. Et pour la masse musculaire aussi, ça je pense que c'est carrément vrai. Parfois, il faut juste construire plus de muscles pour avoir plus de force. Bah, dans la vidéo Insta que j'ai sortie, pour moi c'est ça, vraiment plus t'as de masse musculaire, plus tu pourras être fort. Bah, de toute façon, tu le vois au top niveau, les mecs, quelle que soit la KT, ils ont des physiques de fou, Ouais. hein. Un bon Et ouais. rapport masse sèche tu Et vois. ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas que la technique, il n'y a pas que tout ça, tu vois. Il faut juste parfois Du se rendre muscle, à l'évidence et faire et construire de la masse en fait. clairement. Donc ouais, ok pour les plateaux. Après ouais, je pense que ça peut quand même être psychologique honnêtement. Parce que je sais pas, le plateau par exemple des 30 au muscle up. Est-ce que vraiment concrètement ça change tellement comparé à 28-75 par exemple, tu vois un truc comme ça. Je Bah, pense pas honnêtement. moi, pour m'y heurter depuis un moment, il y a peut-être de l'aspect mental, mais il y a aussi le degré de puissance que t'es obligé de construire avant pour pouvoir tirer suffisamment vite, suffisamment haut ta charge, qui est assez important. Je trouve, tu vois. Je trouve qu'entre Bien sûr. entre taper 25 et entre taper 30, Ah le oui, niveau ça de y a rien à voir. puissance et le niveau, même le niveau de force que tu es obligé de développer sur ta traction, Ouais, ouais, donc ton niveau de tirage de base, il est juste plus lent aussi à construire en fait. ouais. Donc, Mais je pense qu'il faut pas forcément se dire que plus t'avances, plus ça sera long. Forcément, forcément, tu vois, quand t'arrives à des gros niveaux, c'est compliqué. Mais tu peux très bien galérer énormément au muscle up de 15 à 20. Tu vois, vraiment, tu mets 2 ans. Et après, de 20 à 25, tu mets 6 mois. C'est possible aussi, tu vois. Donc, ouais, faut pas après ça forcément c'est se souvent dire que... un problème de programme, un problème de technique, tu vois. ouais, ouais. Bah, c'est pour ça. Mais il faut pas partir du principe que plus t'avances, plus c'est long. C'est pas forcément le cas, tu vois. Bah, je pense que si on parle pour des athlètes de niveau ouais, intermédiaire, c'est vrai. Après, quand t'arrives Ouais, moi je parle sur... principalement pour débutants intermédiaires. Oui, dans ce cas, je suis Ouais. d'accord. C'est vrai qu'après, quand t'arrives sur Mais des oui, gros stars, stars, ah oui, confirmé, par contre, oui, il n'y a pas si de, t'es doué génétiquement y ou a pas de quoi, tu débat, vois, genre. c'est normal. Mais c'est aussi la beauté du sport, tu vois. C'est de gratter kilo par Ouais. kilo. C'est... Bah, dans tous les sports, en vrai. Bah ouais, c'est ça. Enfin, tous les sports chiffrés, tu vois, genre athlétisme, tout ça, c'est pareil. Ah, sinon, c'est moins marrant, tu vois. Enfin, la quête, elle est plus facile et tout le monde y Ouais, arrive. bah On va voilà pouvoir pour. conclure ce premier épisode. Vous pouvez retrouver cet épisode sur cette chaîne YouTube, donc Atlan-du-bas SL et pareil sur Insta. Et du coup, la chaîne YouTube, est-ce que tu l'as créée encore ou pas? Ou est-ce que t'as le Ouais, nom? du coup, ma chaîne YouTube, ça, bah, c'est comme Instagram, BSP-du-bas streetlifting. Ça sera sur la chaîne de Corentin. La semaine prochaine, ça sera sur ma chaîne. Et on alternera comme ça chaque semaine.
C'est ça, voilà. Merci pour votre temps et puis à la semaine prochaine. Merci à vous.